Bonjour, ravie d'être parmi vous toutes les deux ce soir. Donc, en tant que directrice médicale de Pfizer France et par ailleurs médecin moi-même, je suis particulièrement sensible au sujet de la prévention, qui est vraiment un enjeu primordial pour Pfizer. Donc nous sommes, c'est un enjeu primordial parce que c'est quelque chose qui est vertueux avant tout pour les patients, qui est vertueux pour la santé publique et également pour notre système de soins. Nous sommes impliqués, Pfizer, évidemment, dans des axes et des actions de prévention, en particulier des actions de sensibilisation à la vaccination, mais nous avons également été impliqués dans des campagnes d'information des patients et de prévention pour les maladies cardiovasculaires et de lutte contre l'antibiorésistance. On a, à chaque fois qu'on a pu, aussi contribuer à des plans nationaux. Donc nous plaidoyons et nous plaidons, merci, pour que la santé soit vraiment, que la prévention, soit vraiment au cœur de la problématique de la société. On pense fondamentalement qu'il faut sortir du curatif exclusif et se positionner beaucoup plus en amont, effectivement, en ce qui est prévention, pour éviter bien sûr la survenue des maladies ou la survenue, comme on le disait, de la chronicisation de ces maladies. Favoriser donc la prévention d'une manière générale, ça va permettre bien sûr d'améliorer la qualité de vie de la population et surtout leur espérance de vie en bonne santé. Donc pour toutes ces raisons, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et nous menons différentes actions. Donc tout d'abord au niveau national, nous avons été depuis 2020 particulièrement actifs dans le cadre de la pandémie que l'on a connue. Donc on a mis beaucoup de moyens autour de la pandémie Covid, mais plus particulièrement aussi envers les sujets les plus fragiles, donc qui étaient susceptibles de faire des formes graves. Donc nous avons été à l'origine l'année dernière d'une campagne hivernale qui s'adressait aux patients à risque, Covid plus et présentant des symptômes, pour les sensibiliser au fait d'aller le plus rapidement possible consulter un médecin, sachant que c'était ces populations-là que l'on retrouvait malheureusement en réanimation et qui étaient tous dans les services de santé. Donc ces actions sont faites dans un cadre collectif, aux côtés des pouvoirs publics et privés, et aussi des professionnels de santé, pour informer, accompagner les patients. Nous sommes également convaincus qu'il y a des disparités très clairement dans les territoires en ce qui concerne la répartition de la population, l'accès géographique, les conditions sociales ou sociétales, et que les campagnes nationales ne sont pas suffisantes, qu'il faut aussi s'attacher aux besoins territoriaux pour pouvoir proposer des actions de prévention qui soient ciblées sur les besoins de chacune des populations. Donc nous avons aussi récemment finalisé et proposé un ouvrage qui s'attache à décrire des scènes de vie qui permettent pour les équipes en région ou en territoire d'identifier des actions assez simples et pragmatiques pour faire la promotion, promouvoir des actions de prévention en région. Donc cet ouvrage a été élaboré avec un comité d'experts qui travaille sur l'évolution de la santé aux côtés du patient. Donc c'est une manière de sensibiliser ceux qui le souhaitent à des pistes ou des méthodes pour pouvoir déployer et mettre en place des projets de prévention, donc adaptés aux besoins bien sûr territoriaux et en fonction des moyens qui sont bien sûr disponibles. Et puis on est aussi en tant qu'acteur de santé, puisque c'est comme ça qu'on veut se positionner, au-delà de la mise sur la disposition de nos médicaments, d'être vraiment un acteur de santé. On a le plaisir depuis 2018 maintenant d'accompagner, donc aux côtés de la Fondation Ramsay Elior, notre fondation Pfizer Innovation, accompagne un programme qu'on appelle le programme Prevent to Care, qui est
Clémence va nous parler de ce programme que l'on déploie depuis donc 5 ans maintenant et qui représente en fait le premier programme ou incubateur dédié aux startups et aux associations et qui est exclusivement dédié à la prévention. Donc, merci. Pardon, merci Sylvie. Peut-être un tout petit mot sur INCO, si le pointeur fonctionne. Ouais. INCO qui opère le Prevent to Care Lab. INCO, c'est une organisation qui a vocation à promouvoir une nouvelle économie plus inclusive et plus durable à travers différentes activités, en particulier de l'investissement à impact, de la formation et de l'incubation et de l'accélération de projets d'entrepreneuriat à impact, activité dans laquelle s'inscrit le Prevent to Care Lab. Le Prevent to Care Lab, donc, qui est un programme d'accompagnement pour des entrepreneurs qui développent des solutions innovantes en matière de prévention santé. Ces entrepreneurs, ce sont beaucoup des startups, mais ce sont aussi des associations. Je le souligne parce que tu parlais de l'importance de l'action dans un territoire. Il y a beaucoup d'initiatives, et on l'a vu sur les interventions précédentes, beaucoup d'initiatives innovantes en matière de prévention santé sont menées par des associations. Donc on les accompagne également. L'objectif du programme, c'est d'accélérer le développement de solutions innovantes et de réunir toutes les conditions de succès pour ces entrepreneurs. Tu le disais, la spécificité du Prevent to Care Lab, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est le seul programme d'accompagnement d'intérêt général qui est exclusivement dédié à la prévention santé. Comment ça se passe? Donc en fait, ce sont 9 mois d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et le programme s'articule autour d'ateliers collectifs qui permettent aux entrepreneurs de se rencontrer, d'échanger entre eux, et d'un accompagnement individuel sur mesure pour répondre au plus près aux besoins des entrepreneurs. Cette année, on accompagne 25 startups et associations. Et depuis le lancement du programme, donc en 2018, ce sont près de 130 projets, 130 porteurs de projets qui ont été accompagnés, dont plus de 90% sont encore en activité. Et je me permets de souligner, parce que je trouve que c'est très important, que ces projets-là ont permis de créer plus de 600 emplois dans les territoires. La grande force de ce programme d'accompagnement, à mon sens, ce sont ses partenaires. Donc Sylvie, tu le disais, le programme opéré par INCO est soutenu par 3 grands acteurs de la santé. Le fonds de dotation Pfizer Innovation France, la fondation d'entreprise Ramsay Santé et le groupe Elior, qui a également une branche santé. Pourquoi c'est sa grande force? Parce que c'est tout d'abord ce qui nous permet d'offrir un accompagnement gratuit aux entrepreneurs, et c'est pas rien. Et puis, c'est en grande partie grâce à cela qu'on peut offrir à nos entrepreneurs des échanges particulièrement privilégiés avec des experts auxquels ils n'auraient pas accès sinon, pour comprendre le marché, pour challenger leurs solutions et leur business model. Voilà, ce sont des choses extrêmement importantes. Merci beaucoup à nos partenaires pour ça. Oui, tout à fait. C'est un point important de pouvoir apporter aussi notre expertise ou notre connaissance des problématiques à ces startups qui, effectivement, arrivent très souvent avec des innovations dans le champ de la prévention. Et peut-être que tu as quelques exemples à nous présenter. Oui, avec plaisir. Tout d'abord, c'est important de souligner que les projets qu'on accompagne sont extrêmement variés. Projets très très différents les uns des autres. Ça va de projets deep tech comme Zoécare qu'on accompagne cette année, qui développe une solution de télésurveillance très poussée basée sur une technologie Wi-Fi et qui permet de détecter de manière très fine des anomalies de mouvement, avec pour objectif de prévenir
la perte d'autonomie, chez les personnes âgées et personnes fragilisées. Donc des projets très deep tech, comme je vous le disais, comme celui-ci, mais aussi des solutions visant à promouvoir une alimentation saine et durable, comme le programme 9 mois à croquer que développe l'association Alim Mater pour des femmes avant, pendant et après la grossesse. Ou bien, je voulais aussi vous donner l'exemple d'Apnéal, qui est un projet qu'on a accompagné l'année dernière, qui développe une application disponible sur smartphone pour la détection des apnées du sommeil. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80% de sous-diagnostic des apnées du sommeil. Et donc, grâce à cette application, les professionnels de santé peuvent collecter de la donnée pour appuyer leur diagnostic. Pourquoi je voulais parler de cet exemple? Parce que il illustre bien ce que la collaboration avec les entreprises partenaires du programme, notamment Pfizer, apporte. L'année dernière, l'un des besoins d'Apnéal, c'était de pouvoir échanger avec des professionnels de santé, avec des praticiens, pour évaluer leur intérêt vis-à-vis de la solution. Les équipes de Pfizer ont profité de leur rendez-vous avec des praticiens et ont sondé plus de 120 médecins généralistes et cardiologues sur leur intérêt vis-à-vis de la solution, et ont fait remonter à Apnéal des retours extrêmement précieux pour eux, pour le développement de leur solution. Donc un bel exemple de coopération, de collaboration. Oui, tout à fait. C'est effectivement une manière d'accompagner ces startups et de les aider à déployer, faire grandir les innovations qu'ils proposent dans le champ de la prévention. Donc là, c'est le volet, je dirais, un peu plus national du Prevent to Care, mais le Prevent to Care a aussi un volet très régional et territorial. Et justement, on voulait vous parler un petit peu de la version Prevent to Care Tour de ce projet. Absolument. Alors le Prevent to Care Tour, c'est un petit peu la petite sœur du Prevent to Care Lab. C'est un prix qui vise à récompenser des initiatives, alors, là encore, innovantes en prévention santé, portées exclusivement par des associations et dans les territoires, actuellement dans 6 régions en France. L'objectif, c'est à la fois de mettre en lumière ces initiatives qui ont besoin de visibilité, de les soutenir financièrement, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre pour beaucoup de porteurs de projets, et à l'occasion des cérémonies de remise de prix, de réunir en région les acteurs de la prévention santé. Donc depuis le lancement du Prevent to Care Tour en 2020, 2 ans après le lancement du Prevent to Care Lab, on a soutenu, grâce aux partenaires du programme, 21 porteurs de projets, 21 projets en fait. Et ce sont 135 000 € de dotation qui leur ont été reversés depuis. Je peux peut-être donner un exemple là encore. Avec le projet Obisport, qui est celui qui a été choisi par le jury en région Auvergne-Rhône-Alpes en juillet, donc lors de la première étape du tour cette année. C'est un projet porté par l'association Premier de Cordée, avec pour objectif de réduire les effets néfastes sur la condition physique des enfants d'une hospitalisation longue et d'un alitement prolongé. Donc en fait, l'association a mis au point une boîte, en fait une tour mobile très astucieuse, très innovante, avec plein de modules, et propose grâce à cette tour des activités sur mesure, activités personnalisées aux enfants, voilà, pour les maintenir en mouvement. Exactement, c'est un très beau projet. Donc le tour de cette édition est en cours. Nous avons demain justement la session toulousaine qui va se dérouler. Et puis prochainement, les villes de Tours, Bordeaux et Marseille. Donc voilà.
une des actions, bien sûr, de prévention à un niveau national, en accompagnant voilà, des startups, mais également des associations, et puis un axe régional ou territorial que nous pensons indispensable et complémentaire. Merci, nous sommes à votre disposition si toutefois vous avez des questions. Bien. Merci à vous et aux organisateurs de m'inviter. Je suis président d'honneur, mais avant d'être d'honneur, j'étais actif. Et ce qui me paraît, moi, frappant dans cette histoire de prévention, c'est mon expérience de relation avec ces princes insomniaques qui nous gouvernent dans la maison de verre. Vous leur parlez de prévention, et voilà que le regard s'évanouit. Il passe juste au-dessus de votre tête. Le ministre s'apprête à prendre le dossier suivant. Le décideur public, à peu près de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principal obstacle pour moi, vis-à-vis de la prévention, c'est pas seulement l'argent, c'est le fait que se heurte un problème de concordance des temps. Le temps de l'élu, le temps du professionnel est en général un temps court. Le temps politique encore plus court. Le temps de la prévention est un temps long. Et donc la question qui pour moi se pose de manière tout à fait essentielle, c'est comment faire en sorte que les temps des différents acteurs qui concourent à la prévention se rencontrent, se croisent et mieux encore se coordonnent. C'est l'objet de cette table ronde. Tombe bien. Donc si vous voulez me rejoindre, donc pour l'animer, j'ai une pléiade de vedettes internationales. Par ordre alphabétique, ce sera plus simple. Jean-Marc Aubert. Elle arrive. C'est un jeu de chaise musicale. Madame, si, vous. Voilà. Vous aussi. Quentin, il restera debout. Regarde, Quentin. Merci. Donc, pour animer cette table ronde, 4 acteurs. Jean-Marc Aubert, président de Equivia, qui a une carrière déjà longue, mais surtout partagée entre public, privé et participants au service public. Quentin Berriot, qui est directeur général d'Uneo, c'est celle qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous tromper. Non, mais tu es extrêmement présent sur les réseaux sociaux et je t'en félicite. Alors... Oh merde. faut trouver avec la photo. Oui, c'est ça. Facile. Moi, elle ne me ressemble pas trop, j'avoue. Oui, je sais. Vous me tendez des lacs. Delphine Champetier-de-Ribe, qui est directrice adjointe de la Sécurité sociale, ministère des Solidarités. Donc c'est impressionnant, madame, déjà. Et puis Christine Bier, qui est pharmacienne d'officine, où? À Paris 13e. Paris 13e. Donc soyez les bienvenus. La question centrale que je voudrais qu'on se pose ensemble, c'est-à-dire, au fond, il y a beaucoup d'acteurs, on l'a vu dans les échanges précédents, beaucoup d'acteurs qui participent peu ou prou à la prévention. Alors, au fond, quand on voit ce qui peut manquer à son développement, il y a toujours 2 causes. C'est le temps et l'argent. Alors l'argent, je veux dire, c'est frappant.
on a eu quand même des débats relativement intéressants. Personne n'a pas d'argent. Comment? Ce qui est rare. Ce qui est rare, surtout quand tu as des médecins. Ça va, toi, hein? Donc, non, c'est pas le pire. Donc, pas d'argent, comme si c'était gratuit, la prévention, comme si c'était pas un obstacle. Et deuxièmement, pas de temps coordonné en tout cas. Donc, je voudrais qu'on échange autour de ces deux idées. Comment conjuguer le temps long de la prévention avec le temps court du politique? C'est un sujet qui me paraît absolument central, la concordance des temps. Et deuxième aspect, il y en a quand même un peu d'argent, mais c'est quelque chose qui me frappe. À part Jean-Marc Aubert qui sait tout sur tout, je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse répondre à la question suivante. Combien d'argent mettons dans la prévention en France aujourd'hui? C'est publié. Comment? C'est publié chaque année par l'adresse. C'est publié, mais... Chaque année par l'adresse. Oui, mon grand. Argent public. Non, d'argent, tout financeur. Public, privé. Ah ouais? Tout financeur. Le mien? Tous. Ils ont des micros. L'adresse publie un compte de la prévention régulièrement où il y a tous les financeurs. C'est pas public, privé, c'est public, privé. Voilà, tout le monde. Alors, elle ne fait pas un compte par financeur en disant des entreprises, etc. Elle fait un compte par gros financeurs, donc les financeurs publics, les financeurs privés et les utilisateurs, les consommateurs, que nous sommes tous, qui finançons aussi une partie de notre prévention. Alors on peut dire que c'est insuffisant, qu'elle oublie peut-être quelques trucs, mais c'est pas si mauvais que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, toi qui roules ta bosse depuis si longtemps, tu n'es même pas au courant. Et ça m'interroge, mais on en reparlera. Non, tu as la parole, j'allais te la donner. Prends-la, garde-la. La question, c'est donc comment faire mieux avec autant, sinon plus. Alors, comment convaincre de l'intérêt financier, économique et financier de la chose? D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit à peu près d'accord sur le problème. Parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on se le répète. Un, nous vivons longtemps et bien, et nous sommes bien soignés dans ce pays. Il y a une étude de l'INSEE sur les centenaires, je vous conseille de la lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. On est le pays de loin du monde dans lequel les gens survivent le plus longtemps, entre 60 et 100 ans. Voilà, il y a le plus de centenaires en France que dans tous les autres pays. Le jour où elle est sortie, personne n'en a parlé à part le Figaro, mais pas sur ce sujet-là, c'est dommage, parce qu'on pourrait savoir qu'on est un système finalement où on vit bien. La deuxième chose, c'est ça nous coûte cher, puisque nous avons un système de santé parmi les plus onéreux du monde, et un hôpital, parce qu'on dit qu'il manque toujours de moyens, parmi les plus onéreux du monde. Même en part du PIB, il est le plus onéreux du monde. Il faudrait qu'on se dise tous ces trucs-là, parce qu'effectivement, c'est facile de l'ignorer, et ça évite de se poser la bonne question. En revanche, nous, dans la salle, vous avez une chance extraordinaire. Vous allez vivre entre 10 et 12 ans de plus que 3 millions de Français. Entre 9 et 11 ans que 3 autres millions de Français. Parce que vous faites partie des 50% les Français les plus riches. Alors, ce n'est pas le revenu qui fait votre valeur. Alors, en plus, dans la salle, c'est encore pire que ça. C'est la compréhension du système de santé. Donc, en plus, je pense que vous comprenez mieux le système de santé que même les plus riches des Français. Vous allez vivre probablement 13 ou 14 ans de plus que les 3 millions qui comprennent le moins bien. Et vous rajoutez 3 millions et vous pouvez le faire plusieurs fois. Et à la fin, ça fait beaucoup de Français qui n'ont pas votre chance. Alors vous allez vous dire, mais c'est la faute des inégalités. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes un des pays dans lequel il y a le moins d'inégalités de revenus et il y a le plus d'inégalités de santé. Nous sommes sur les inégalités de santé, dans les dernières études parues, quelque part entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe orientale. Pas loin, finalement, de quelques autres pays comme les États-Unis, dont nous n'aimons pas être comparés. Et pourtant, on le sait depuis longtemps, puisqu'on a une mortalité avant 65 ans qui est les plus fortes, et qui est très liée à ça chez les hommes, et qui est très liée à ça parce que ceux qui meurent
Je ne sais pas ceux qui sont dans la salle, sauf hélas, quelquefois des événements, mais par contre, vous pouvez avoir jusqu'à 30-40% de chances de mourir avant 65 ans quand vous êtes homme et que vous n'avez pas la compréhension du système. Et donc, nous, c'est un choix collectif parce qu'on se retrouve, alors qu'on a une inégalité de revenus très faible, on se retrouve plutôt dans les 2-3 top Europe. On se retrouve sur une inégalité de santé plutôt sur le 16e de l'Europe. Heureusement qu'il y a l'Europe de l'Est, parce que sinon on serait le dernier de la classe. Donc, si vous voulez, c'est un choix collectif. Et la prévention a beaucoup à voir avec ce choix-là. Je pense qu'il n'y a pas que la prévention. Et pourquoi? Alors, on se remet peu en cause, collectivement. Excusez-moi de le dire aussi. Comme ça, c'est un peu comme l'école. On sait depuis longtemps qu'il y a un problème de niveau en France et on ne fait rien, ou pas grand-chose. On espère que des politiques qui ne nous dérangent pas trop, enfin qui dérangent certains, mais pas d'autres, vont y arriver. Alors, la dernière politique en date, c'était d'imaginer qu'en mettant tous les enfants ensemble, ça allait améliorer le niveau. On a beaucoup de ça et on ne regarde pas très bien ce qui se fait ailleurs. Alors, je vais vous donner, et je pense que ça, c'est clé. Donc, quels sont nos problèmes, je pense? Le financement global du système de santé, il n'y a pas de sujet. La prévention, on dépense moins que dans beaucoup de pays sur la prévention. Mais en plus, quand on dépense sur la prévention, est-ce qu'on dépense bien? Donc ça, c'est une première interrogation qu'il faut qu'on se pose. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une étude de la CNAM, dans ces centres de santé, qui avait montré que rembourser les patchs nicotiniques, ça ne sert pas à grand-chose pour améliorer les gens qui arrêtent. Pourquoi? N'importe qui entre nous peut l'imaginer. Quelqu'un qui paye son paquet de tabac 10 € régulièrement, payer ses patchs nicotiniques 3 fois moins cher, c'est pas ça qui va faire qui le freine le plus. Et on l'avait fait, l'étude, elle avait été faite dans des centres qui recevaient des gens ayant des problèmes financiers, pas des gens moyens français. Et elle montrait que c'était rien. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé, cette année-là, de dépenser quelques dizaines de millions d'euros par an, maintenant peut-être probablement plus de 100 millions, mais ça fait quelque temps que je n'ai pas suivi, quelques dizaines de millions d'euros par an, plutôt 80 ou 90 millions d'euros par an, pour rembourser les patchs nicotiniques. C'est bien, on sait faire, on rembourse un soin de santé. Le problème, c'est que la même année, il y a des pays qui ont décidé de dépenser beaucoup moins par rapport à leur taille de population pour travailler l'image du tabac chez les jeunes. Et ces pays-là, aujourd'hui, on les entend nous dire qu'ils vont peut-être interdire le tabac pour les futures générations parce qu'ils ont une diminution de la consommation de tabac chez les jeunes. Donc, est-ce qu'on utilise bien l'argent dans la prévention? Est-ce qu'on n'utilise pas parfois la prévention pour faire beaucoup de prévention médicale par rapport à une prévention un peu amont, par rapport à d'autres choses? Dernier sujet, et puis je m'arrêterai là. L'autre question que je pense qu'il faudrait qu'on se pose collectivement, c'est est-ce qu'on fait la bonne chose? On parlait du dépistage du cancer, et on dit il faut aller vers. C'est bien d'aller vers, et je suis très favorable à ce qui est fait, et je trouve ça extraordinaire que des structures comme le dépistage du cancer se disent qu'il faut aller vers. Ça fait 30 ans que dans tous les pays du Nord, on va vers. Alors, j'ai une idée, parce que comme il y avait une structure de dépistage de cancer, j'ai une idée qui trotte dans la tête, que j'ai dit à beaucoup de gens. Maintenant, peut-être il y a des gens qui vont m'entendre, enfin. Les Anglais, les Suédois, ils ont fait des nudges. Alors, je sais qu'on a un problème avec les nudges. Alors, je tiens à rappeler, pour que les gens qui ne connaissent pas le nudge, parce que j'ai l'impression que beaucoup de Français ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'un nudge? Ce n'est pas un pass vaccinal. Le pass vaccinal n'est pas un nudge. Le pass vaccinal, c'est une obligation de se faire vacciner, sinon vous n'avez pas le droit de faire plein de choses. Un nudge, c'est un truc qui vous simplifie la vie, mais vous donne la liberté. Un nudge, c'est par exemple donner le vaccin, la possibilité de vacciner aux pharmaciens. C'est un nudge. Voilà. Alors, on fait des nudges qu'on veut. En France, on a beaucoup de mal parce que c'est un truc anglo-saxon. En plus, ça vient du marketing. Mais comme toutes les sociétés, y compris toutes les mutuelles, font des nudges pour récupérer leur cotisation, moi, je dis aux mutuelles, mais je sais que certains m'écoutent, qu'il faut faire des nudges pour faire de la prévention. Donc, je vais donner au centre de dépistage un nudge qui est utilisé tellement depuis 25 ans, vous imaginez, par d'autres pays qu'on n'utilise pas en France, qui est très simple. C'est qu'il y a toute une partie de la population, on leur propose une date et une heure pour leur dépistage du cancer, par exemple, du cancer du sein. On n'attend pas que les gens prennent leur téléphone, etc. Il y a des études qui ont été montrées par plein d'économistes dans le monde entier, par plein de psychologues, plein de neurologues. Vous perdez des gens. Vous savez que les meilleurs
types, les meilleurs professeurs de finance d'Harvard, les meilleurs profs de finance d'Harvard. On a pris les profs de finance d'Harvard, on a regardé comment ils géraient leur retraite. Vous savez, aux États-Unis, il y a une partie de la retraite qui est privée. Ils la gèrent très mal. On a changé juste parce que c'est comme pour, vous connaissez, on connaît moins dans le public, mais dans le privé, il y a quelques entreprises qui connaissent bien ça. C'est comme l'épargne salariale. On vous propose un truc de base et si vous appelez, vous avez le droit de changer votre affectation de votre épargne. Eh bien, les meilleurs profs d'Harvard, la moitié ne changeaient pas leur affectation et avaient des affectations de leur épargne pourrie. On a donc changé l'hypothèse de base. On leur a dit, ben voilà, maintenant, vous aurez un profil équilibré. Vous n'avez pas le profil pourri de gestion, vous avez un profil équilibré. La moitié des professeurs d'Harvard n'ont pas appelé le truc pour le changer, ils ont continué, ils ont pris ce qu'on leur donnait de base. Donc la question, c'est comment on apporte aux Français quelque chose de simple. Alors quand on fait passer aux pharmaciens la vaccination, quand on fait passer à l'infirmière qui vient à votre domicile la possibilité de vous vacciner sans avoir une prescription médicale, vous faites un nudge en fait, vous ne le savez pas. C'est comme dans le bourgeois gentilhomme, hein, on fait de la prose ou des vers sans le savoir, ben vous faites des nudges sans le savoir. Et toutes les mutuelles, aujourd'hui, comme tous les assureurs, comme tout le monde, font des nudges sans le savoir, parce que ça vient de cette théorie. Hein, le fait que, par exemple, votre contrat continue l'année suivante, c'est arrivé avec les travaux de Daniel Kahneman, qui a commencé dans les années 70, donc vous voyez 1970, hein, excusez-moi, donc ça veut dire plus de 50 ans, donc on n'est pas en avance. Eh bien, aujourd'hui, on devrait se poser la question, dans le dépistage du cancer, la première chose à faire, c'est d'inviter à une date et une heure. Alors, c'est un magnifique, on a un beau pays, parce qu'on se dit, ah ben on l'a testé, mais ça ne marche pas, parce que ça a beau marcher dans tous les autres pays, nous on est plus intelligents, donc on l'a testé, ça ne marche pas. Donc on m'a expliqué qu'on l'avait testé lors du Covid sur les populations résistantes. Ah ça c'est intelligent, ça c'est sûr, un nudge, c'est vous donner la liberté. Si vous êtes résistant, quand vous avez la liberté, ben vous ne venez pas. Voilà. Donc, nous ne l'avons pas testé. Nous l'avons fait sur les populations. Le nudge, ce n'est pas de vous mettre un pistolet dans le dos. Ça, c'est le pass vaccinal, et c'est très bien parce qu'on en avait besoin. Je ne le remets pas en cause, mais il ne faut pas appeler ça un nudge. Un nudge, c'est vous donner la liberté, mais de changer l'hypothèse de base. Alors, je le dis très fort, et j'explique beaucoup, parce que comme il y a des gens avec qui j'en ai parlé qui n'ont pas l'air d'avoir compris que ce n'était pas si dangereux que ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est les méthodes de prévention qui ont été lancées dans les pays du Nord dans les années 2000. C'est vieux, hein, les nudges, ça date de 1970. Certes, le prix Nobel, c'est 2005, donc peut-être qu'on ne savait pas avant que ça existait, mais ça a été lancé dans les années 90 dans les pays du Nord de l'Europe. Il est urgent. Et pourquoi je dis, en fait, nous avons un problème collectif de se remettre en cause, parce que je pense que nous avons le même sujet sur l'éducation, nous avons le même sujet sur la coopération, nous avons le même sujet sur le financement de la santé. Et ça revient au même. La meilleure manière de pousser et d'inciter les professionnels à participer à cette prévention, c'est que ça soit quelque chose de collectif. Qu'est-ce qui veut dire collectif ? Ben, on les finance aujourd'hui, tous ces professionnels de santé. Les pharmaciens commencent à faire de la vaccination parce qu'on finance aussi le vaccin. Mais nous sommes un pays aussi, on est en retard sur le financement, par exemple, à la qualité, comme on parle de financement. La question, ce n'est pas comment, de combien on finance seulement, c'est comment on utilise le financement. Qu'est-ce qu'on demande aux professionnels en contrepartie d'un financement ? Comment on aide les patients et qu'on ne les oblige pas à changer de comportement ? Je crois que c'est des choses comme ça qui feront, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais je crois que c'est important de se dire, finalement, il faut changer assez profondément ce qu'on fait. Moi, je trouve intéressant, et c'est là mon optimisme, c'est comme il y a plein d'associations, plein d'initiatives qui essayent de changer. Peut-être que collectivement, on va finir par changer en voyant tous ces gens qui nous poussent à changer. Mais pour cela, je pense qu'il faut aussi qu'on soit d'accord sur quelle est notre situation. Et là, je pense qu'on évite d'en parler entre nous. On reste sur de la théorie. Il y a des indicateurs très simples qu'on peut regarder. Quel est le taux de fumeurs aujourd'hui ? Pourquoi ça a baissé dans toute l'Europe du Nord et aussi dans l'Europe du Sud, hélas, et pas en France, hein, parce que les fumeurs, ça ne baisse pas en France actuellement, et se poser un certain nombre de questions comme ça, et en se posant comme ça et en regardant ce qui se fait ailleurs, peut-être qu'on y arrivera, et avec le soutien de tous les acteurs, ça devrait marcher. Merci Jean-Marc. C'était bien, Alors madame, c'est mon tour, du coup. c'est votre tour et ça va marcher ?
Ça va marcher, oui. C'est pas facile de passer derrière, Non, monsieur. si les pharmaciens- Oui, Si les pharmaciens s'y mettent, ça marchera. c'est vrai, ça va. Ils font tout maintenant. Oui, on fait tout. Mais, déjà, je voulais remercier Coopération Santé de m'avoir invité ce soir à parler de ce thème de la prévention, qui est un thème, moi, qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Et je suis très heureuse de pouvoir défendre le point de vue du pharmacien d'officine, qui aujourd'hui, le pharmacien d'officine, depuis le Covid et la désertification médicale, est vraiment une place stratégique dans le parcours de soins du patient, et on est devenu totalement incontournable. Et si la prévention doit marcher en France, elle passera par le pharmacien d'officine, j'en suis persuadée. C'est vrai que ça a été dit déjà tout à l'heure, mais on a une culture du soin et de la thérapeutique et pas du tout de la prévention dans nos études. On nous en a relativement peu parlé. Et je suis vraiment persuadée que c'est l'enjeu majeur des années futures, de prévenir plutôt que de guérir. J'ai eu la chance de participer au groupe de travail sur les bilans de prévention qui ont été voulus par le gouvernement. Et donc, ces bilans vont se présenter sous forme de questionnaire à 4 âges de la vie. Donc, il y a le 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65, 70-75 ans. Donc, oui, c'est moins rigolo que vous, hein, mais j'avoue. Oui, c'est important, c'est pragmatique, c'est très pharmaceutique aussi, du coup. Et donc, ce bilan est prévu sous forme d'un questionnaire d'une 30aine de questions. Le patient va donc recevoir, idéalement sur son espace numérique santé, ce questionnaire, où ce sera le professionnel de santé qui l'aidera à le remplir. Les 4 professionnels de santé qui pourront faire ces entretiens, ces bilans, sont le pharmacien, le médecin, la sage-femme et les infirmiers, un peu comme la vaccination du coup. Le patient va donc remplir ce questionnaire, donc d'une 30aine de questions. Donc vous avez beaucoup de thèmes qui sont abordés lors de ce questionnaire, des thèmes très classiques qu'on a abordés tout à l'heure, donc la fameuse vaccination. L'alimentation et le rappel des règles de base, les 5 fruits et légumes par jour, la lutte contre la malbouffe, rappeler les bonnes règles hygiéno-diététiques de l'activité physique, de la lutte contre la sédentarité. On abordera aussi la santé sexuelle, le bien-être mental, le bien-être social, la lutte contre toutes les addictions, l'alcool, le tabac, on en a aussi beaucoup parlé, mais il faut continuer à le faire. Les préventions et le dépistage du cancer, la prévention et dépistage des maladies chroniques. Et j'ai gardé ce que je pense être le meilleur pour la fin, parce que c'est mon chouchou, c'est l'information sur la santé environnementale. On n'en a pas du tout parlé là sur les précédentes tables rondes. Je suis persuadée vraiment, pour le coup, que c'est vraiment l'enjeu majeur des années futures. On sait maintenant que la pollution au sens large, la pollution de l'air, des sols, de l'eau, de l'alimentation, est responsable d'une bonne partie de nos maladies chroniques et de nos cancers. Donc informer la population sur ce sujet, ça me paraît fondamental pour vraiment prévenir plutôt que guérir. Donc une fois que le patient il aura rempli son questionnaire, il va prendre rendez-vous avec son professionnel de santé. On va se réserver un temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et le professionnel de santé va discuter avec son patient. Là aussi, il y a un gros enjeu sur la formation des professionnels de santé, je pense, pour qu'on soit vraiment dans un entretien motivationnel, dans quelque chose avec une posture bienveillante et ouverte du pharmacien, enfin du professionnel de santé, et pas dans une posture d'expert ou de questions fermées, comme on sait très bien faire ça en général, et qui a prouvé que ça ne marchait pas. Donc là, je pense qu'il y a un gros enjeu de formation, donc de financement sur changer un peu nos habitudes de travail. Et à la suite de cet entretien, on définira 2 thèmes prioritaires en accord avec le patient pour que ça fonctionne. Et on définira avec lui un plan de prévention personnalisé où on fixera des objectifs qui soient atteignables, les fameux objectifs SMART en qualité, et avec des objectifs de délai aussi où le patient il s'engage à essayer de changer son comportement. Donc moi, je crois beaucoup à ces bilans. Je suis sûre que le pharmacien d'officine a toute sa place dans ce concept qui remet aussi le patient au cœur
son parcours de soins. Et ça permet de parler de santé globale, en fait. On ne parle plus seulement d'un malade et d'un traitement, mais vraiment du patient dans sa globalité. Donc effectivement, il y a un gros enjeu de financement, parce que ça va prendre du temps. Donc le temps, c'est de l'argent. Okay, merci beaucoup, vraiment. Alors, Quentin, qu'est-ce que tu viens faire de cette galère? Alors déjà, bonjour à tous. Je ne suis pas la mutuelle des réseaux sociaux. On est d'accord? Juste une parenthèse, mais qui a une importance sur le sujet sur lequel on est. On est sur une mutuelle qui est la mutuelle des forces armées, donc une mutuelle très affinitaire. Les forces armées, vous les connaissez, c'est les militaires, les gendarmes, pour faire simple, et leurs familles, et donc qui ont des caractéristiques populationnelles, de suggestions, de cadres de vie, de cadres sociaux, de facteurs déterminants de santé, blablabla, qui sont assez spécifiques. Tu le sais, Alain, le sujet de la prévention, j'y ai mis un peu plus qu'un doigt en 2015, et moi j'ai un œil très positif sur ce qui se passe quand même depuis 2015. Je trouve qu'il y a pas mal d'avancées. La première, c'est peut-être déjà d'avoir un ministre qui est ministre de la Santé et de la Prévention. Je trouve que c'est extrêmement symbolique de le poser comme ça. Le deuxième, c'est que, et cette table ronde, mais les autres tables rondes le démontrent aussi, on est en train de déconfiner quelque part. On a des patients, des professionnels de santé, des financeurs, des data, etc. Et on est tous en train de regarder les choses très différemment. Et on parlait de bilans de santé aux différents âges de la vie, des bilans de santé qui sont globaux. Donc ça, c'est un troisième élément. Et puis le quatrième, c'est la multiplicité des initiatives qui sont en cours. Il y a de plus en plus d'articles 51 qui vont être déployés dès 2023, dès 2024, que ce soit sur des sujets de surpoids, d'obésité, de pulmonaire, de cardiaque, etc. Donc on sent qu'il y a quand même une tendance de fond qui est en train de se mettre en place. Alors, ça, c'est pour la coordination. Tu as parlé de financement et de temps. Moi, j'aime bien aussi cette idée de coordination parce qu'en fait, on chemine mieux à plusieurs. Ça a été dit dans la table ronde précédente. Et je pense qu'il faut garder cette logique de se parler, de comprendre les contraintes des autres, et je vais y venir, et de pouvoir avancer ensemble. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me semble très important, c'est que ce travail ensemble, il faut qu'il se fasse en complémentarité. Alors c'est facile, puisque vous savez qu'une mutuelle, c'est un organisme complémentaire de la sécurité sociale, et qu'il y a probablement sur un certain nombre de sujets des changements de regard à amener. Tu parlais de financement, on parlait de capacité à utiliser des datas. La notion de complémentarité, elle doit aussi s'exprimer de cette façon-là. La sécurité sociale, elle a une vue de l'ensemble des Français, mais vous avez certaines situations, je reprends la mutuelle UNEO, mutuelle des forces armées, où on a une connaissance très spécifique de notre population et on peut avoir des actions complémentaires. La difficulté aujourd'hui que nous, on a pour s'exprimer dans le cadre de la prévention, ça repose notamment sur une nécessité, notamment par l'administration, par les autorités administratives, de changer de regard sur l'activité qu'on a. On parle de cotisations, mais moi, les cotisations, ça n'est pas mon sujet premier. C'est la protection des gens que j'assure. Ce changement de regard, je pense qu'on a une opportunité absolument exceptionnelle en ce moment, puisque, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un projet qui... Enfin, c'est plus un projet, c'est une réglementation qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2025, qui est la protection sociale complémentaire des agents de l'État. Dit autrement, comme en 2013, l'ensemble des ministères vont pouvoir prendre pour leurs ressortissants une mutuelle qui va s'imposer à l'ensemble des ressortissants des ministères. Et ça va se faire, et c'est très important, par un appel d'offres qui va engager un organisme pour une durée de 5 à 6 ans et par population. Tu parlais de concordance des temps, 5 à 6 ans, on peut avoir une action de prévention. Parce que économiquement, ça a du sens. Parce que économiquement, on peut la suivre et l'évaluer. Ça a du sens aussi parce que c'est par population. J'assure les forces armées, j'assure les gendarmes, j'assure les militaires, les personnels de l'air, de la marine, etc. Je peux avoir une approche. Il y a 200 000 militaires hors gendarmes, 100 000 gendarmes, et il faut
intégrer dedans les familles. Parce que les familles, on parle de santé, mais il y a le cadre de vie, il y a la famille qui a une action aussi sur le militaire, la façon dont il ressent sa suggestion. Quand je suis sur un bateau, je n'ai pas forcément la capacité à aller sur les réseaux sociaux pour discuter avec Facebook, avec mes amis ou avec ma conjointe, etc. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une opportunité exceptionnelle avec cette protection sociale complémentaire, d'autant plus qu'il est prévu que sur les cotisations, il y a une part des cotisations qui puisse être affectée à la prévention et l'accompagnement social. Ça représente un minima de 0,5%. La question que je me pose, et je l'ai posée il y a une dizaine d'années quand se sont mis en place aussi les recommandations dans les branches professionnelles. Je me souviens, on en a parlé, Marie-Jo. C'est pourquoi on n'intègre pas, de façon un peu volontaire, très volontariste même, dans les cahiers des charges, des obligations de répondre avec des programmes de prévention, avec une vraie politique de prévention, avec des professionnels de la prévention qui doivent être chez nous, qui ne sont pas du marketing, qui ne sont pas simplement des flyers. Le nudge, c'est important, mais c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend. La prévention, ce sont des réflexes qui s'apprennent, donc ça nécessite qu'on ait des professionnels dans nos équipes pour faire ça. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour que le regard change avec l'administration, il faut qu'on ait des droits et des devoirs. Une des craintes de l'administration, c'est qu'on utilise les données à des fins d'assureurs. On les a, ces données. Aujourd'hui, on ne peut pas les exploiter, mais on peut imaginer qu'on mette une muraille de Chine entre l'utilisation de ces données pour notre métier d'assurance et l'utilisation de ces données pour des actions de prévention. Et dans ce contexte-là, on pourrait même être supervisé, on pourrait avoir une logique de suivi. C'est important de pouvoir utiliser ces données parce que ça permet d'avoir une certaine efficacité. Alors, données sous réserve, bien évidemment, du consentement de la personne, etc., et pour une finalité de prévention. Mais c'est important de savoir aussi l'évaluation qu'on en a. Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est bien de faire des opérations, mais qu'est-ce que ça amène ? Comment ma population évolue ? Comment je fais évoluer les problématiques de sommeil, de stress, de surpoids, etc., que je peux engager entre l'action que j'ai mis la première année et le résultat quelques années plus tard. Et ça, je pense que c'est absolument déterminant. Et si on arrive à avancer main dans la main sur ces sujets, je pense qu'on sera un facteur démultiplicateur de la prévention et vraisemblablement une partie des budgets. Parce que je ne suis pas très d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas tous les budgets qui sont vus par l'adresse, mais une partie plus significative des budgets serait pilotée, suivie, évaluée, et on aurait une meilleure efficacité de l'ensemble du système. Merci beaucoup, Quentin. Madame, vous avez la parole. Alors, il y a un grand absent qui est l'assurance maladie. Ils sont absents de la prévention, tu veux dire ? Non, ils sont sûrement présents. Ils sont très présents dans la prévention, bien sûr. Donc, madame, comment ils sont absents de la prévention ? Ils sont très présents sur la prévention, bien sûr. Bonsoir à tous. Déjà, moi, je savoure le fait que parmi les participants à cette table ronde, au moins un considère que les dépenses de santé sont suffisantes. Là, on est à une semaine de la présentation du projet de loi de financement et je pense que je n'entendrai pas cette phrase avant très très longtemps. Donc, merci beaucoup Jean-Marc de me remonter le moral avant. Voilà. Alors après, venons-en effectivement à notre sujet du jour et de cette table ronde, la question du financement de la prévention. Peut-être en commençant par vous faire part de deux remarques que je me suis faites en préparant cet échange et peut-être deux difficultés qu'on a quant à la direction de la sécurité sociale, qui est la direction à laquelle je travaille au sein du ministère de la Santé et de la Prévention, quand on réfléchit au sujet de financement chaque année pour déterminer le budget de la sécurité sociale. En fait, une de nos premières difficultés quand même, c'est que la prévention, c'est une forme d'investissement, un investissement qui rapporte sur le long terme. Ça rapporte évidemment en meilleure année de vie, en santé plus longtemps, dans de bonnes conditions. Puis ça peut rapporter aussi financièrement sur un calcul économique très simple parce que les gens en mode santé sont moins hospitalisés, sont hospitalisés moins longtemps. Et donc tout ceci, d'un simple point de vue économique, sans même parler de considérations éthiques, a du sens. Mais vous le mesurez, ça ? Voilà, exactement, c'est mon point, c'est qu'en fait, cette capacité à mesurer les bienfaits économiques de la prévention,
elle existe, on le fait, on n'est pas en capacité de le faire pour tout, mais on le fait parfois. Par contre, elle est en fait assez compliquée à valoriser dans la manière dont on réfléchit chaque année sur le financement. Pourquoi ? Parce qu'on réfléchit, chaque année, en fait, on réfléchit, comme certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous le savent, dans un cadre où on a une progression des dépenses qui est finançable et affichée. Et quelque part, il faut que, comme on le dit avec mes équipes, les dons rentrent dans la valise. Et c'est quelque chose qui est toujours très compliqué. Et les actions de prévention sont à ce titre traitées un peu de la même manière aussi que d'autres actions, quand bien même on comprend bien ce qu'est leur intérêt pour le système global de santé. Donc ça, voilà, c'est juste une première réflexion que je voulais partager avec vous et sur laquelle, sans doute, collectivement, on sait qu'on peut encore s'améliorer. Deuxième réflexion que je voulais partager avec vous, on l'a un petit peu dit les uns et les autres, le financement de la prévention. On peut essayer de le chiffrer précisément. En fait, la prévention, elle est à la fois dans certains programmes que le gouvernement, l'assurance maladie met en place, les acteurs complémentaires aussi, bien sûr, à côté. Elle est dans certains actes qu'on est capable d'isoler, d'identifier parce que ça s'appelle des bilans de prévention, ça s'appelle des examens de prévention bucco-dentaire, ça s'appelle, enfin voilà, des choses qu'on sait quantifier. Puis en fait, elle est aussi présente de manière très très diffuse et c'est normal dans très nombreux financements qu'on accorde aux professionnels de santé dans leur ensemble. Et on s'est posé un peu de manière théorique il y a quelques années, mais je pense qu'on n'a pas fini de se poser la question, hein, la question de savoir est-ce qu'on n'arriverait pas à faire une présentation un peu plus intelligente ou en tout cas un peu plus intéressante du financement qui est accordé chaque année en essayant d'isoler spécifiquement l'effort qui est celui de la prévention, pas seulement avec la manière dont la DREES le présente dans ses enquêtes, mais vraiment pour identifier chaque année ce que ça représente, un peu comme on a, vous savez, maintenant des budgets verts, des budgets genrés. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un budget prévention ? Et c'est peut-être que c'est le futur de ce qui nous attend, mais c'est vrai que pour l'instant, pareil, piste de progression et de réflexion pour nous, on n'est pas complètement en capacité de le faire. Et en même temps, la réflexion que je me faisais, c'est que c'est aussi parfaitement logique et quelque part aussi assez rassurant que la prévention ne soit pas un des objets parmi d'autres du projet de loi de financement et du financement du système de santé. Pourquoi ? Parce que nous, notre conviction, et ça a été évoqué par chacun des participants de la table ronde, c'est qu'en fait, il faut que le financement de la prévention continue d'être partout. Et partout, c'est quoi ? Partout, c'est bien sûr, ça peut être des revalorisations d'actes qui existent déjà, ça peut être du cofinancement avec d'autres acteurs. Et bien sûr, j'imagine que vous l'avez beaucoup dit dans cette journée, mais on est très nombreux à intervenir sur le champ de la prévention. Il y a les organismes complémentaires, l'ensemble des professionnels de santé, il y a les collectivités territoriales aussi qui sont présentes, il y a un réseau associatif qui est aussi très important et voilà, très présent sur ces sujets. Donc on voit bien que, nous, notre conviction, c'est vraiment qu'il faut qu'on arrive à mieux valoriser au travers des financements cette question de la prévention. Et c'est une réflexion qui, elle n'est peut-être pas très perceptible vue d'un peu loin, mais en tout cas, au sein du ministère de la Santé et de la Prévention, c'est quelque chose qui nous anime tous. Et par exemple, quand on réfléchit à la réforme du financement des établissements de santé, vous savez, qui a été annoncée pour essayer de basculer vers un système qui est moins fondé sur la tarification à l'activité. Ce qu'on veut essayer d'attraper quand on réfléchit à ça, c'est aussi des objectifs de santé publique et être en capacité de financer ce temps que les soignants passent avec les patients, pas forcément à faire tout le temps des actes, mais aussi à les accompagner dans la prise en charge de leur santé. Voilà. Et on le fait aussi, vous l'avez cité, on a des expérimentations, et j'imagine que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler ou peut-être y participent, des expérimentations qui visent à favoriser l'innovation dans l'organisation du système de soins, ce qu'on appelle les expérimentations article 51, pardon, c'est un peu technique, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait pour que plusieurs professionnels de santé
dans plusieurs secteurs, que ce soit à l'hôpital, en ville, secteur médico-social, pas forcément que des professionnels de santé qui sont conventionnés par l'assurance maladie. Comment est-ce qu'ils se rejoignent autour de la prise en charge d'un patient avec des questions de prévention qui sont extrêmement présentes. Et donc, nous, ce qu'on veut faire dans les prochains mois, c'est créer un peu les conditions de la diffusion de ces innovations pour les professionnels de santé que ça intéresse et qui le souhaitent, mais parce qu'on croit vraiment que ça a du sens pour les assurés, bien sûr, mais aussi pour les professionnels de santé. Donc, voilà, la prévention, pour moi, elle a quand même vocation à continuer d'être un peu partout dans le financement de l'assurance maladie. Et il faut que ce soit vraiment quelque part une forme de réflexe, quoi. Voilà. Et quand on parle beaucoup, nous, du virage préventif, ou d'accélérer le virage préventif, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans nos réflexions sur la transformation du système de santé. C'est aussi au levier de financement qu'on pense. Peut-être juste pour réagir aussi sur la question de la coordination entre les acteurs, vous dire que on est depuis quelques mois, depuis le dernier projet de loi de financement, engagé dans un dialogue avec les organismes complémentaires dans une instance dédiée, où justement on parle de ces questions de comment est-ce qu'on fait pour envisager un partage de financement sur plus de sujets de prévention, donc des sujets à la fois sur les innovations, mais aussi sur des bilans de prévention futurs qui pourraient être mis en place. Donc évidemment, il y a les obstacles, ou en tout cas les considérations juridiques à prendre en compte, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles on est en train de travailler collectivement. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais c'était les principaux points que je voulais partager ce soir. Deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est les expérimentations article 51. Elles ont suscité beaucoup d'espoir. Et là, moi, vu de l'extérieur, alors je suis moins aux manettes que je l'étais un certain temps, mais j'ai l'impression que le soufflet est retombé. Je n'entends plus parler. C'est devenu une boîte noire, alors que c'était porteur d'espoir. Deuxièmement, in fine, vous avez, me semble-t-il, abordé quelque chose qui me paraît essentiel, c'est la coordination des acteurs. C'est quoi, un espoir, un début de grignotage, de réalité? Je veux dire que l'État, dans son mode de fonctionnement, n'est pas particulièrement friand de la coopération. Il donne des instructions et il ambitionne notre suivi. Quentin, qu'est-ce qui t'a fait jeter des bêtises? Non, mais il faut reconnaître qu'on peut marcher vite et parfois plus lentement. Donc, les articles 51, moi, je trouve qu'il y a des très bonnes initiatives qui ont été engagées. Je pense à un dispositif, tu sais que j'ai travaillé longtemps sur les problématiques de surpoids et d'obésité, et on a identifié un article 51 en Bourgogne qu'on a amené dans le cadre de la Marine nationale, pour faire simple, parce que certaines populations qui sont embarquées ont parfois des tendances à arriver au niveau d'aptitude physique. Bon. Quand je vois la complexité que l'on a eue pour mettre en place, alors bien sûr d'un point de vue juridique, réglementaire, mais aussi d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue gestion de la coordination, etc., c'est extrêmement pénible et il faut vraiment avoir la foi pour aller jusqu'au bout de l'expérimentation, en faire un retour d'expérience et puis de se dire, ben voilà, là on va faire pivoter le modèle et on repart. Et ça, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile, et c'est vrai que les instances de coordination qui ont une vision un peu haute ont parfois une difficulté à adapter sur le terrain, et dans l'idée de se dire, bah tiens, ça a marché là, on va le déployer à droite ou à gauche, on a toujours des difficultés. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, dans les discussions qui peuvent avoir lieu entre les financeurs, donc on va dire l'administration et les complémentaires, on est souvent relégué dans une logique de financeur. Or, qui paye décide, qui copaye co-construit à minima. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir nous amener vers une logique de coordination, ce qui est très bien, mais je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée aussi, parfois, à traiter
aussi dans des parcours de soins. Et je prends l'exemple de ce que l'on a monté avec le service de santé des armées, avec la base de défense de Toulon. Ces éléments-là, je pense qu'on ne peut les monter que parce qu'on est finement implanté dans le dispositif et on a cette connaissance fine. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver des chemins qui permettent peut-être soit des chemins de crête, soit des chemins un peu détournés pour arriver sur certaines situations à les traiter autrement. Dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'interpelle en fait. On est spécialiste en France de mettre en place des expérimentations, des trucs assez bien pour des populations. On ne se rend pas compte, mais à chaque fois, excusez-moi de le dire aussi brutalement, c'est beaucoup tout le temps les mêmes populations. Et donc, comme tu dis, quand on veut l'élargir, ça devient compliqué, parce que dans la marine, effectivement, il peut y avoir des gens en surpoids. Et ceux-là, ce n'est pas tous des gens qui vont d'instinct se dire qu'il faut qu'ils aillent courir le week-end quand ils ne sont pas sur le bateau, et qu'il faut qu'ils mangent mieux et moins de graisse quand ils sont sur le bateau, ou quelquefois, manger quand ils s'ennuient un peu, je ne sais pas. Mais le problème, pourquoi je dis ça, c'est parce que nos actions vont très peu justement vers des populations globales et des populations, et on ne fait pas beaucoup d'efforts vers les... On a toutes les données pour aller chercher, on a toutes les données. Si demain matin on décidait d'aller, de changer la manière dont on va chercher les personnes qui, par exemple, dans des dépistages, ne vont jamais voir leur médecin et jamais voir leur pharmacien, on a toutes les données pour le faire. On a toutes les données pour aller voir les personnes qui ont des maladies chroniques à âge réduit, pour aller faire un effort pour nos programmes de dépistage. Et on n'utilise pas ces données. Et en fait, en général, on n'utilise pas nos données, on n'utilise pas la capacité éventuellement des acteurs pour passer le programme de prévention finalement qui intéresse d'abord ceux qui s'intéressent à leur santé. Vous allez dire c'est le plus facile, oui c'est le plus facile, mais c'est le moins utile. Et on est très mauvais collectivement, et on le voit avec les articles 51, pour se dire, maintenant on passe de l'expérimentation qui marche bien, très bien, il y a quelques marins qui ont eu de la chance et autres, à la capacité collective d'aller voir ce que vous rêvez de faire, je pense, l'ensemble des marins. Mais c'est pas... il faut, quelquefois, on peut dire que c'est de la faute du financeur, ou comme tout à l'heure, en disant on ne sait pas qui s'occupe de la prévention au niveau national. Je tiens à dire que c'est la DGS, c'est dans ses missions au niveau national. Ce qui est inquiétant, c'est que collectivement, on se dit non, qui c'est ? Non, c'est la DGS, c'est clair. Mais si vous voulez, je pense que le problème, c'est de passer de ces publics intéressés. Moi, c'est ce qui me fait peur avec les 25, 45 et 60 ans, c'est que 65 ans, c'est parce que ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'on y a mis plus de moyens à aller chercher les publics qui ne sont pas les plus en lien avec le pharmacien et leur médecin, ou est-ce que celui qui ne va pas parler français, votre famille de ménage, qui ne parle pas mal français, qui n'ira pas demander quand elle va recevoir le papier, elle va le classer. Est-ce que on a mis les moyens, autant de moyens pour aller chercher ces personnes-là que pour faire l'entretien ? Moi, la réponse, aujourd'hui, je la connais. J'espère qu'avec les expériences de l'article 51 qui marchent, on va se dire, le problème, parfois, c'est pas de rembourser un soin, c'est de rembourser le reste. Et moi, c'est ce que ça m'a fait penser. Que tu disais. Parce que quand on avait voulu lancer Sophia il y a quelques années, c'est un peu vieux, l'idée c'était ça, c'était d'aller chercher les gens qui ne venaient pas. Eh bien, nous devrions nous poser dans toutes nos actions de prévention si le problème, c'est pas d'abord d'aller chercher les gens qui ne viennent pas. Et dans ce cas-là, il faut arrêter de rembourser des nouveaux soins. Il faut rembourser autre chose, ce que font certains acteurs, ce que font d'autres, et d'essayer de trouver un moyen de les industrialiser, excusez-moi pour le terme, ça ne plaît pas beaucoup, mais c'est la seule solution de résoudre notre problème, je pense. Nous, à la pharmacie, on a quand même l'expérience du Covid. La vaccination Covid, on a quand même été très, très bon, je crois. On est allé vers les patients. Enfin, on était très motivés, il faut dire. Alors, ça demande une énorme force de motivation. Mais quand on l'a, on arrive à
on arrive à en parler à tout le monde, enfin en tout cas à tous les gens qui rentrent à la pharmacie, ce qui représente quand même pas mal de gens. Et moi j'ai l'expérience de mon préparateur qui est d'origine africaine. Il s'est vacciné devant la presse en fait, et il a convaincu tout le quartier, de toute sa communauté si on peut dire, de se vacciner par l'exemple. Mais alors on est allé vers, et ça nous a demandé une très forte énergie, hein. Mais c'est possible. Et alors, il faut être motivé. Donc là, on était très motivés pour sortir d'épidémie. Je ne sais pas ce qui pourrait nous motiver autant pour la prévention et faire ces bilans. Et voilà. Mais c'est possible. Qui est capable de faire ça? Oui. Voilà. Enfin, il faut qu'on nous motive, en fait. Oui, la motivation... j'entends bien. Ça peut être une aide financière, une aide de formation, ça peut être plein d'aides différentes. Mais en tout cas, le vivier, il est chez nous, en tout cas, j'en suis persuadée. Ah, moi, j'en suis persuadée. Qui est capable aujourd'hui de faire un bilan des articles 51 ? Parce que moi, après, c'est pareil, les articles 51 dans l'accès aux soins primaires, alors ça n'a pas de rapport avec la prévention, mais il y en a un qui marche très très bien en Bretagne. Non, mais qui le sait ? Qui le diffuse ? Qui l'exploite ? Oui. Plusieurs choses. Tout le monde, mais ouais. M. Brun ne le savait pas. C'est en fait, sur les articles 51, je pense que l'enjeu, c'est que il y a à peu près 140, 150 expérimentations qui ont été montées, qui sont en train de vivre, qui sont pour une bonne partie d'entre elles en train d'être évaluées. Et en fait, comme pour toutes les périodes un petit peu d'innovation ou de rupture, l'enjeu, ça va être de passer du temps où on a des pionniers ultra motivés, comme vous disiez, prêts à affronter un certain nombre de difficultés avec beaucoup de patience, à quelque chose où on crée les conditions que des acteurs aient une proposition un peu plus prête à l'emploi et un peu plus facile d'appropriation. Et c'est exactement ce qu'on a l'intention de faire dans les prochains mois. Et donc tout ceci se fondera sur des évaluations très détaillées qui détermineront si oui ou non on a intérêt à aller plus loin par rapport à ce qui a été expérimenté. Je ne sais pas si on a intérêt à aller plus loin, j'ai quand même le sentiment qu'on a intérêt à aller plus vite. Oui, après... il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient envie d'y aller. Donc en fait, il faut aussi, je crois que c'est le thème de la journée, susciter le désir. Voilà. Donc aussi un petit peu le sujet de ces expérimentations. Après, est-ce que quand on fait ça, on n'a pas un biais d'aller systématiquement vers quelque chose qui fonctionne déjà bien et qu'on améliore, plutôt que d'aller traiter le cœur du problème, qui est les gens qui sont vraiment très très loin et très éloignés? Je pense que, en effet, c'est vrai. Je pense que c'est un biais qui est présent dans l'ensemble des politiques publiques, par définition. Et effectivement, il faut que collectivement on réfléchisse à comment on fait pour aller agir sur ce qui a peut-être potentiellement le plus d'impact après en correction massive. Et peut-être qu'on a un peu, effectivement, une forme de... on va dire de narcissisme, on va sur les objets qu'on connaît déjà, qui nous ressemblent, qui brillent, et ça, c'est évidemment pas suffisant pour transformer le système. J'ai des signaux qui me rappellent que le temps passe, et je le regrette vivement, parce que je trouve ça quand même très intéressant. Si on peut prendre une ou deux questions. Oui, vas-y. Je vais essayer de parler fort. Vas-y, Luc. Par rapport aux questions du financement, en fait, quand on regarde qu'il y a des inégalités sociales qui, vous aviez un petit peu souligné en préambule de ces conférences. Merci. Luc Besançon. Lorsque vous avez, en préambule de la table ronde, souligné les inégalités sociales et finalement la difficulté parfois de toucher les bonnes populations, est-ce qu'en termes de financement, il n'y a pas aussi quelque chose de modulation de l'utilité sociale ou d'avoir des populations qui sont prioritaires parce que, ayant peut-être une moins bonne espérance de vie, qui devraient avoir... alors de la part des actions auprès des professionnels de santé et des autres acteurs, puisque la santé n'est pas que issue des soins, est-ce qu'il y a une modulation même de l'acte de vaccination selon que vous êtes dans tel ou tel département, parce que c'est d'autant plus important? Alors je ne sais pas si
la DSS souhaite communiquer dessus ou IQVIA. Merci. Ouais. Alors, moi, je vais en parler parce que je serai plus libre que la DSS pour dire des choses. Attention, deux choses. Premièrement, c'est d'abord... Oui, ben c'est ça qui est intéressant. C'est plus les inégalités de littératie que les inégalités de revenus, même si elles sont liées. Elles ne sont pas tout le temps liées. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, que le gradient de l'espérance de vie, il est surtout entre... au début de la courbe de distribution de revenus. J'espère que je suis assez près. Ça veut dire que le grand écart, il est entre ceux qui sont au-dessus de la médiane de revenus par rapport à ceux qui sont en dessous de la médiane de revenus. Une fois qu'on a atteint la médiane de revenus, vous pouvez gagner grosso modo 1 ou 2 ans max. Donc ce n'est pas beaucoup par rapport aux 13 ans d'écart qu'il y a entre les 5% les moins riches et les 5% les plus riches. Donc c'est un problème de littératie. Donc ça nécessite à dire qu'est-ce qu'on prend comme indicateur. Deuxièmement, ce n'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils demandent du temps à aller voir. C'est les gens qui sont pauvres, il faut les aider à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter à courir. À peu près ce qu'il faut faire aussi avec les plus riches. Simplement, les plus riches, c'est plus facile souvent que les plus pauvres. En tout cas, il y en a moins qui boivent. Voilà, il y a plein d'études. Ça fait à peu près 30 ans. Donc, en fait, le problème n'est pas de payer, de mettre plus de budget. À la fin, on mettra peut-être plus de budget. C'est de le mettre un peu différemment. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution qu'on n'aime pas beaucoup en France. Hein, puis je suis obligé de le dire comme ça, puisqu'on en est 1% pour l'hôpital, 4% pour la ville. Et pour les médecins généralistes, 5% peut-être, et pas grand-chose pour les autres, c'est la qualité. C'est de passer de « on vous paye parce que vous rencontrez quelqu'un », ça c'est sympa, ça tout le monde rêve d'être payé pour... Moi, si mes clients me payaient pour les rencontrer, je les remercierais. Alors, bien sûr, vous faites autre chose. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un bon système de santé. Donc, si vous faisiez que ça, les rencontrer, bien sûr, ça ne marcherait pas. Mais le problème, c'est que pour s'intéresser à ces populations-là, pour y arriver, il faut faire des efforts. Alors, si on vous paye plus cher parce qu'il est blanc ou il est noir, ou qu'il est cultivé ou qu'il est bête, si vous voulez, enfin, pas bête, mais pas cultivé, qu'il a hélas pas passé son... C'est pas terrible. Par contre, si on vous paye pour que dans cette population... vous soyez à 80% de vaccinés ou à 80% de personnes avec qui vous avez travaillé sur le tabac, parmi les fumeurs, parce qu'il y a des pays qui font ça, et que voilà, ça a un sens. Et qu'on vous paye un peu plus pour aller voir ces populations-là, ça a un sens. Qu'on vous paye parce que dans votre département, manque de pauvres, on adore ça, en France, manque de pauvres, il y a des pauvres, c'est sympa, mais ça ne change pas le système, si vous voulez. Profondément, ça ne change pas le système, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des pauvres dans votre département qu'il n'y a pas des riches. Hein. C'est un peu le problème, c'est aussi le problème de l'éducation nationale, si vous voulez. Si vous croyez qu'on va résoudre l'éducation nationale en mettant autant de pauvres et de riches dans chaque école, on est mal barré, hein, collectivement. Le problème, c'est que ça peut être intéressant de mettre de mixer les populations. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment je fais pour apporter l'aide supplémentaire aux populations qui en ont vraiment besoin. Et alors, c'est assez facile à l'éducation nationale, ça existe depuis toujours. En France, c'est autant bénévole que payé. Dans d'autres pays, c'est une politique publique. Ça s'appelle le soutien scolaire. Dans la santé, la prévention, ça s'appelle le soutien de compréhension. On vous aide. Et quelquefois, ça ne coûte pas d'argent. Je le répète, attention, il ne faut pas dire que ça coûte de l'argent. Ce n'est pas vrai, ça ne coûte pas de l'argent. Dans MD Dents, si vous voulez arriver à plus de personnes et inverser le gradient social, il faut envoyer la date et l'heure du rendez-vous à la personne. Vous pouvez lui dire, vous pouvez appeler pour changer, il n'y a pas de sujet. Alors vous allez me dire, mais on l'envoie chez quel dentiste? Ça c'est très français, on l'envoie à la Liberté, etc. On a dans les données de l'assurance maladie les dentistes que fréquente habituellement la famille, parce que heureusement ou malheureusement, ils vont de temps en temps chez le dentiste parce qu'ils ont aussi des problèmes dentaires. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas la prévention pour les jeunes qu'ils n'ont pas des problèmes dentaires, et on sait donc quel dentiste ils fréquentent. Donc on a toutes les données pour transformer cela. Mais ce que je veux bien dire, c'est qu'il faut qu'on transforme notre approche, si vous voulez. Et ce n'est pas très compliqué, puisqu'il y a 14 pays d'Europe occidentale qui ont réussi, plus quelques autres d'Europe non occidentale. Donc ça devrait être possible, collectivement. Mais il faut le faire. C'est-à-dire que il faut que... Et moi, je trouve c'est intéressant que les patients soient plus présents, parce que
sur l'expérience qu'on avait faite avec la CNAM, c'était grâce à l'AFD, je peux le dire, qu'on l'a faite. C'est grâce à Gérard Raymond qu'on l'a faite, parce que c'est les patients qui nous ont dit, qui nous ont soutenus dans l'idée qu'il ne fallait pas que ça soit que certains patients qui soient aidés, que l'ensemble des patients ont besoin d'aide, et qu'un effort supplémentaire doit être fait pour les patients qui ont le plus de mal à comprendre le système. Donc ce n'est pas de dire on va donner plus d'argent dans certains départements ou pas. À la fin, oui, mais on va donner l'argent déjà différemment. On va utiliser les moyens différemment. Parce que si on fait pareil qu'aujourd'hui, en donnant juste, en augmentant le prix de la consultation, par exemple, dans les départements qui ont des problèmes sociaux, moi je vais vous dire, hein, le résultat il est connu parce qu'il a été testé dans des pays, hein, ça ne donne rien. Voilà. Hein. Donc il faut changer la manière dont on le fait. Mais parce qu'il y a des expériences. Il ne faut pas croire que tous ces problèmes qu'on parle, ils n'ont pas été expérimentés. Tout a été expérimenté quasiment dans nos idées, dans toutes les idées que j'ai entendues ce soir. Tout a été expérimenté parce qu'il y a des pays qui expérimentent tellement et qui assessent tellement ce qu'ils expérimentent beaucoup plus que nous. Nous, on fait des petites expériences. Il y a des pays, des États américains qui ont expérimenté sur des populations globales des trucs que vous n'imaginez pas. Plus communistes que la France, plus libéral bien sûr que la France. Ça, c'est plus facile, mais ils ont tout essayé et ils l'ont regardé. Donc, on a essayé de donner plus d'argent. Il faut, bien sûr, à la fin, donner plus d'argent, probablement là où il y a des populations plus compliquées à soigner, mais il ne faut pas la donner de la même manière, sinon on ne va pas résoudre le problème. Qu'est devenu la ROSP? Voilà, je ne parle plus, moi. Voilà, je pourrais te le dire. Voilà, la ROSP existe toujours. Voilà. Et ça marche? Bon. Oui, enfin, ça fait partie des objets qui sont... en fait, ça bouge beaucoup, la ROSP aussi. C'est pas quelque chose qui... Si, c'est toujours un sujet de discussion avec l'assurance maladie et les professionnels de santé. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut faire d'autres choses pour attraper du financement à la qualité et à la pertinence? Sans aucun doute. Donc je pense que ça, c'est des choses dont on n'a jamais en fait fini de discuter. Marie-Jo. Oui, je suis venue là parce qu'il va falloir quand même que vous abandonniez. J'ai encore une mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de conclusion. Je pense que vous avez tous apprécié, je dirais, la dernière table ronde. Merci beaucoup à vous tous. Je pense que nous avons découvert un futur ministre de la Prévention. Voilà, bon, bien, merci à vous. Il y a un pot qui vous attend au premier étage. Je crois qu'on l'a tous bien mérité. J'espère que ce colloque sera comme ceux que nous avons eus. Vous savez que vous aurez les actes et que vous pourrez revoir et reprendre tout ce qui a été dit ce soir. Le prochain colloque, où elle est, Anne? Anne est partie? Hein? Elle est déjà au pot. Anne, prochain colloque. Le prochain colloque sera sur la santé des jeunes. Donc, ce sera sûrement en janvier. Donc, on vous conviera à ce moment-là. Et nous vous attendons au premier étage. Et merci à tous les intervenants, merci à tous ceux. Et c'était passionnant.